Bonjour à tous. On laisse rentrer les dernières personnes en salle d'attente. On devrait être bon. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce quatrième et dernier atelier de la série animée par Climate Change sur la coopération décentralisée et le climat, avec le soutien donc, de la délégation aux affaires extérieures des collectivités territoriales du ministère des Affaires étrangères, avec l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, la FCCRE, Association française des communes, du Conseil des communes et régions d'Europe, et puis Cités Unies France, qui nous fait le plaisir toujours de nous accompagner quand on parle de coopération décentralisée et de climat, représentée aujourd'hui par Constance, que je vais laisser délivrer un petit mot d'introduction. Constance, bonjour. Bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez? Je pense que oui. On t'entend bien. Très bien, parfait. C'est un plaisir évidemment de vous retrouver à nouveau pour ce quatrième et dernier atelier. D'abord, bien évidemment, François Rebsamen, le président de Cités Unies France, Geneviève Severin et l'ensemble du CA de Cités Unies France saluent tous les participants. Tous ne peuvent pas être là, notamment François Rebsamen, mais il est avec la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, vice-présidente de Cités Unies France, évidemment très sur ce sujet-là du climat et de la coopération décentralisée. D'abord, pour Cités Unies France, évidemment, ça a été un plaisir de suivre ce cycle et également de voir au fur et à mesure les différents sujets, les différentes expertises mobilisées et de voir comment les collectivités ont toujours répondu présentes à ce cycle-là. On a aussi beaucoup appris et donc évidemment, ce sera l'occasion, on l'espère, dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec Climate Change évidemment et l'ensemble des structures participantes de continuer la discussion. À noter au niveau de Cités Unies France, en fait, hein, je l'annonce là maintenant, le fil rouge des rencontres annuelles que nous organisons donc chaque année, auxquelles plusieurs d'entre vous participent, donc le 29 juin aura pour fil rouge le climat. Ce n'est pas une surprise pour vous tous et tous, je le pense, avec très certainement, en attente de confirmation dans quelques jours, mais c'est quasiment fait, la ville de Poitiers en tant qu'animatrice en fait de cette mission climat à Cités Unies France dont j'avais pu parler en début de cycle. Donc on aura l'occasion évidemment de se retrouver à nouveau. Là, je ne m'étendrai pas plus longtemps. En tout cas, je vois que plusieurs collectivités que nous connaissons bien, je préfère ne pas les citer pour éviter d'en oublier, mais je salue évidemment tous les interlocutrices et les interlocuteurs habituels et je vous laisse évidemment travailler à nouveau en attendant bien sûr les prochaines étapes et puis rendez-vous le 29 juin à la Cité des Sciences en physique ou à distance, on ne sait pas encore bien, pour évidemment poursuivre les échanges. Merci Antoine, merci Romain pour cette belle organisation. Merci à la DAECT, bien sûr, qui soutient cette initiative et l'accompagne. Et bien évidemment, je salue d'ores et déjà Roland Dantec et ainsi que toute l'équipe de Climate Change et tous ceux, toutes celles qui ont contribué au fil de ces 4 ateliers à faire de ce cycle, en tout cas, un succès. Très bons travaux à toutes et tous, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Constance, et merci pour ces annonces. Le rendez-vous est pris pour le mois de juin. Donc, on rappelle que le thème de cet atelier, c'est dans le monde d'après, comment impulser un nouvel élan aux coopérations décentralisées dans un contexte de restrictions multiples. Alors, ce sujet vient clore et ouvrir en quelque sorte les réflexions que nous conduisons depuis le mois de novembre sur l'intégration du climat au cœur des coopérations décentralisées. Pourquoi dans le monde d'après? Parce que lorsqu'on a pitché un peu ces ateliers avec Romain en octobre, déjà on croyait encore un petit peu à cette distinction monde d'avant, monde d'après, avec notamment le risque de perturbations budgétaires qui peuvent être engendrées par la crise économique provoquée par la crise sanitaire, notamment sur le budget des collectivités territoriales, et le risque qui est toujours réel de voir peut-être les coopérations décentralisées et toute l'aide publique au développement en général passer un petit peu au second plan des priorités dans un contexte de relance économique et puis également une transformation potentielle des priorités au sein même de ces coopérations décentralisées qui pouvaient laisser penser qu'on aurait tendance à s'orienter sur des priorités sanitaires sans forcément prendre en compte ce contexte global du changement climatique qui, on l'a bien compris depuis
l'explosion de cette pandémie est un facteur facilitant de circulation des virus et des agents pathogènes. Alors, il y a un double contexte que je viens d'entamer. La deuxième partie de ce contexte, c'est également qu'on se trouve à mi-chemin entre le renouvellement des équipes municipales en juin 2020 et le renouvellement des équipes régionales, on l'espère, si tout se passe bien, en juin 2021. Donc, il y a donc un enjeu de réorientation des priorités politiques de différents échelons des collectivités territoriales, et puis un enjeu de maintien d'un haut niveau de solidarité entre les collectivités françaises et leurs partenaires à l'étranger, sur le continent africain, ce qui est une priorité de Climate Change, mais également ailleurs. Hasard du calendrier, le ministère des Affaires étrangères et la Commission nationale de la coopération décentralisée vient de publier ce matin même son rapport annuel sur l'aide publique au développement des collectivités territoriales françaises, avec des données pour l'année 2019. On va devoir donc attendre un petit peu avant de pouvoir tirer un bilan de l'impact réel du Covid sur l'action extérieure des collectivités. Mais en feuilletant un petit peu ce rapport, j'ai quand même trouvé quelques chiffres qui pourront orienter nos propos et nos échanges durant cette session. On va y revenir. Alors, je vous rappelle que vous êtes bien sûr invités et encouragés à intervenir dans le chat en posant vos questions à nos intervenants du jour, ou alors en levant la main grâce au petit bouton qui vous est proposé, le bouton réaction qui vous est proposé en bas et qui vous permet donc de manifester soit vos humeurs, soit simplement de lever la main pour intervenir et réagir aux propos qui sont tenus. On essaiera de se réserver, comme d'habitude, quelques minutes en fin de session pour vous permettre de poser vos questions à l'oral. On a décidé d'axer cette session de réflexion sur l'avenir de la coopération décentralisée autour de deux axes, qui sont des axes prioritaires pour l'association Climate Change, mais pas seulement. Le premier, ce sera avec Anna Fauché, directrice et fondatrice de Let's Food Cities, que nous allons l'aborder. Il porte sur la conjonction du climat avec d'autres sujets qui sont présents notamment dans la grille d'analyse des objectifs de développement durable, à savoir ici l'alimentation. Comment élargir le sujet du climat dans un contexte de coopération étrangère à celui du développement des ODD et donc en particulier de la construction de systèmes alimentaires durables, avec donc un acteur associatif qui accompagne les collectivités dans leur coopération, Let's Food Cities. Et puis on reviendra ensuite avec Ronan Dantec, président de l'association Climate Change, sénateur de Loire-Atlantique, mais aussi et surtout, c'est l'objet de son intervention aujourd'hui, porte-parole climat de deux réseaux de collectivités européens et internationaux, CCRE, le Conseil des communes et régions d'Europe, et CGLU, Cité Gouvernement et Locaux Unis. À travers ces structures de coopération multilatérale entre collectivités, on va essayer d'explorer un peu les voies qui sont offertes aux collectivités pour échanger des bonnes pratiques et développer leur action extérieure en coopération avec les partenaires européens et en s'inspirant des meilleures pratiques du continent. Alors, pour démarrer, Anna, je vais te poser une question très simple. Tu as donc cofondé l'association Let's Food Cities, dont tu es aujourd'hui directrice. Est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement ce que c'est que Let's Food Cities et comment vous travaillez avec les collectivités? Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Dantec. Et merci pour l'invitation. Du coup, effectivement, Let's Food, c'est donc une association qu'on a créée en 2017 avec le constat finalement que les territoires partageaient beaucoup de problématiques, à la fois en termes de changement dû au réchauffement climatique, mais aussi avec des villes qui grandissent, et une population urbaine qui va augmenter à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est nos principaux constats. Et se dire finalement le système agro-industriel est plus durable, une alternative serait une approche territoriale de l'alimentation. Donc l'idée, c'est vraiment une approche systémique qui travaille depuis la protection des terres agricoles, l'installation des agriculteurs, mais travaille aussi sur les aspects de transformation, distribution, donc à chaque fois sur limiter les impacts sur l'environnement, limiter les émissions carbone, et aussi des critères sociaux et économiques.
jusqu'à la gestion des déchets, la consommation et la mise en place d'une nouvelle gouvernance à l'échelle territoriale. Et donc, en termes de... Donc, effectivement, ces enjeux sont assez développés en France sur une approche territoriale de l'alimentation, un peu moins développée dans d'autres pays. Et c'est pour ça qu'on s'appuie notamment sur la coopération décentralisée. On pourra voir peut-être après pourquoi c'est moins développé dans d'autres pays. On va y Et revenir. donc, ouais. Et donc, ce qu'on fait, nous, très concrètement, donc, ou tu veux pas que je... Non, je t'en prie, je t'en prie. Donc, on travaille avec les collectivités, effectivement, qui sont notre principale cible. L'idée, c'est de sensibiliser dans un premier temps. Donc, on essaie de former notamment les collectivités en France et à l'étranger sur cette approche territoriale. De faire du renforcement de compétences. Donc, on propose aussi des formations dans les universités. Donc, tous ces acteurs qui seront en charge de l'animation territoriale, de l'ingénierie territoriale par la suite. Et ensuite, sur de la coopération décentralisée, très concrètement entre territoires, l'idée, c'est de faire de suivre en fait une méthodologie parallèle sur les deux territoires, d'avoir un diagnostic partagé multi-acteurs. Donc là aussi, on s'appuie beaucoup sur les universités locales et notamment sur l'implication des étudiants. Et après, on identifie les principales problématiques sur chacun des territoires. Et en fonction de ces principales problématiques, on fait de l'échange de bonnes pratiques. Donc effectivement, on a constaté que finalement, il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient portées à la fois par des collectivités, mais aussi des associations, des entreprises. Donc c'est vraiment de travailler avec tous les acteurs. Et on propose de faire des échanges de pratiques entre acteurs et entre collectivités pour qu'on puisse construire un programme d'action, de coopération. Voilà. Alors, pour faire le lien avec le rapport qui est sorti ce matin, donc je rappelle, c'était des données de 2019, donc ce sont des données qui datent un petit peu, mais ça nous donne quand même un peu une idée de la dynamique que suivait la coopération décentralisée et l'aide publique au développement jusqu'à présent. On a une coopération décentralisée, enfin, une aide publique au développement, pardon, des collectivités territoriales qui se portent assez bien, 122 millions d'euros en 2019, plus 5% par rapport à 2018. Et puis, on a vu une utilisation croissante de la grille des ODD, avec 59% des lignes de dépenses qui intégraient les ODD. Mais en revanche, seulement 0,5% de l'aide publique au développement total des coopérations décentralisées qui était fléchée vers l'ODD 13, qui est celui du changement climatique, pour l'adaptation et pour l'atténuation. Alors, c'est quelque chose qui est compréhensible, ça veut dire peut-être qu'on a du mal toujours, et c'est pour ça qu'on fait ces ateliers, à faire le lien entre les sujets clés et sur lesquels les collectivités sont habituées à travailler en coopération décentralisée et le changement climatique, à savoir l'atténuation et l'adaptation. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer un petit peu sur ton domaine, l'alimentation, quel est le lien entre le climat et construire des systèmes agroalimentaires durables? Oui, alors peut-être pour préciser qu'on n'est pas non plus, enfin la thématique alimentaire n'est pas non plus hyper fléchée sur les coopérations décentralisées. Donc, si on pouvait s'entraider sur ces questions et justement montrer les liens, je pense que ce serait intéressant. Nous, c'est principalement dû au fait que ce soit pas une compétence obligatoire. Peut-être que ça ne l'est pas exactement non plus pour les collectivités. La question du climat, c'est peut-être en train d'arriver avec certaines nouvelles municipalités. Il y a plein de liens entre alimentation et climat. Bon, alors déjà, le système alimentaire est responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et après, sur tout le système alimentaire, effectivement, il y a des impacts. Donc, l'agriculture est aussi responsable, enfin, on a sorti quelques chiffres de 75% de la déforestation. Ça contribue largement à la désertification et à la disparition de nombreux puits de carbone. Bon, alors il y a l'élevage aussi, bien sûr, il faut le rappeler que ça représente 2 tiers des émissions, du tiers des émissions du système alimentaire. Donc c'est une grosse partie, il y a un gros enjeu sur ces questions d'élevage et notamment de réduction de la consommation de viande. Et après, sur la transformation, il y a des impacts sur l'industrialisation et les procédés qui sont très émetteurs, avec des produits de plus en plus transformés, avec du plastique, notamment suremballé, donc des produits suremballés. Donc effectivement, la consommation de produits transformés est en train d'augmenter sur tous les pays. Il y a l'augmentation aussi des chaînes de supermarchés, qui là aussi sont assez émetteurs. Donc les supermarchés, bien plus que les petites épiceries. Donc ça, tout ça, c'est des rapports, on s'appuie sur des rapports de l'ADEME pour ces chiffres-là. Des chaînes de plus en plus longues, ça aussi, on connaît l'impact.
en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis après, sur la distribution et sur la consommation, la part du gaspillage alimentaire qui représente des émissions de gaz à effet de serre importantes. Et le lien avec le climat aussi, je dirais qu'il y a un autre, dans l'autre sens, c'est aussi problématique et c'est ce qu'on voit sur les territoires qu'on a étudiés, c'est que le réchauffement climatique a un impact aussi sur les systèmes alimentaires avec des territoires qui sont de moins en moins productifs. Donc on parlait de désertification, il y a des réductions de, de- de pluviométrie, il y a des questions de- de villes qui sont de plus en plus minérales avec des températures qui augmentent aussi, donc ça pose d'autres questions. Donc voilà, en gros, je pourrais détailler sur certains sujets, j'imagine que... Ouais, on va y revenir. On a compris, tu le précisais du coup au début de ton propos, que l'alimentation, c'était pas forcément, enfin, c'était une approche assez nouvelle dans le cadre de la coopération centralisée. C'était pas forcément la première compétence du coup des collectivités. Donc du coup, on est obligé un petit peu d'amener des méthodologies, disons nouvelles. Hem, le Covid a été aussi, l'occasion de réinterroger un peu toute cette chaîne alimentaire que tu as commencé de la production à la distribution jusqu'à la consommation que tu as décrite. On voit donc que c'est un processus extrêmement long. Comment est-ce que Let's Food Cities participe à faire avancer les villes sur ce sujet-là en matière d'alimentation et dans la coopération décentralisée? Oui, donc l'idée, c'est de travailler dans le cadre des compétences des collectivités, donc à la fois des compétences obligatoires, mais de leur capacité de financer des acteurs, de proposer des appels à projets qui soient un petit peu innovants, de proposer des directives et des visions pour le territoire qui soient un petit peu innovantes. Donc on travaille sur euh, les différentes façons d'agir des collectivités qui sont différentes entre la France et les territoires étrangers. Et donc là, c'est tout un enjeu, effectivement, d'arriver à se coordonner sur qui agit sur quoi selon les pays, et parfois d'associer différentes collectivités pour associer différentes compétences. Euh, donc, nous, on essaie de travailler sur toute la chaîne, c'est ce qu'on disait. L'idée, c'est de travailler à la fois sur la protection des terres agricoles, donc échanger sur les modalités de protection de terres agricoles, d'acquisition parfois. Donc effectivement, en France, on voit se développer par exemple tout ce qui est régie agricole et ces espaces-là, sur donc augmenter la capacité alimentaire du territoire. Ça peut être aussi de façon plus anecdotique, mais tout aussi importante, ces questions d'agriculture urbaine. On voit dans certains territoires que c'est pas du tout anecdotique, justement. Donc, sur des territoires en Afrique qui commencent à développer justement des capacités de production à l'échelle des ménages et qui finalement apportent beaucoup à la fois sur une diversification des régimes alimentaires et à la fois sur des îlots de fraîcheur et la capacité à intégrer plus de nature en ville. On les accompagne aussi sur des questions nutritionnelles, alors qui sont peut-être un tout petit peu plus éloignées, mais bon, finalement, on est aussi sur des questions de régime alimentaire. Et donc, ça passe par notamment les cantines. Donc, on trouve que c'est un levier intéressant où les territoires français l'ont bien intégré et on essaie de voir comment les structurer aussi sur des territoires où ce n'est pas forcément des compétences locales. Donc là aussi, ça participe à changer les comportements, réfléchir sur des régimes moins carnés, donc bas carbone, l'introduction de légumes. Donc ça aussi, on le voit sur des échanges de pratiques sur différents territoires et il y a beaucoup de choses à partager. Que dire d'autre? Oui, après, l'idée, c'est de travailler sur toute la chaîne, donc sur la politique RSE de certaines industries agroalimentaires qui ont un impact important, voir ce qui se fait aussi sur la réduction des suremballages, sur la distribution, sensibiliser aussi sur l'impact de la multiplication des grandes surfaces, qui est en train de se développer un peu partout dans le monde, à notre grand regret quand on voit effectivement les conséquences que ça a pu avoir parfois en France sur les changements de comportement alimentaire et sur les impacts en termes d'émissions. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner. Et puis je reprends effectivement sur leurs compétences. Donc effectivement, le foncier, c'est leurs compétences en France. Ça l'est aussi dans certains autres territoires. Les cantines, ça l'est également. On a la santé. Il peut y avoir l'environnement, même si c'est moins présent dans d'autres pays, parfois à l'échelle locale.
Donc essayer de et puis parfois les marchés de gros, on en parlait effectivement, ça c'est une compétence, qui est à peu près partagée sur tous les pays. Faire de l'optimisation environnementale, réduire le gaspillage alimentaire, donc vraiment partager en fait sur des choses qui nous semblent très pratico-pratiques, à l'échelle, de nos territoires. Est-ce que tu as du coup des exemples de territoires, avec des collectivités françaises avec lesquelles vous avez travaillé et sur des terrains, étrangers dans un contexte Mmh. de FDS? Oui, donc dans le cadre de notre projet, de notre premier projet qui est le projet Let's Food Cities, on a, une coopération qui fonctionne particulièrement bien, parce qu'il y a une volonté politique, des 2 côtés, ce qui est intéressant. Donc, la métropole de Montpellier qui s'engage, avec la ville de Fès et là, on est en train d'associer aussi la région Fès-Meknès qui a la compétence cantine, par exemple. Et là, typiquement, on travaille sur les questions de cantine scolaire. Donc la ville de Montpellier a mis un programme de cantine scolaire qui est assez exemplaire, avec l'intégration d'un menu éco-citoyen, par exemple. Donc la réduction, bon, après, ça fait partie des objectifs de la loi Egalim, mais bon, ils sont quand même assez avancés et ça prend du temps que de l'appliquer. Donc on est en train de réfléchir effectivement avec la région Fès-Meknès pour trouver peut-être 2 cantines pilotes sur ces questions-là. Faire de la sensibilisation. On travaille à l'optimisation environnementale du mine. Donc là aussi, le marché, enfin Mercadis, le marché de gros de Montpellier a fait tout un travail qu'on va essayer d'appliquer aussi, voir comment on peut l'appliquer à Fès. Donc réaliser des études, toutes ces choses qui parfois, on a la chance d'avoir des données territorialisées à l'échelle française, mais moins dans des pays où le niveau de décentralisation est moindre et les organisations sont peut-être un peu moindres. Et voilà, par exemple, de la réduction de déchets, mais aussi de la revalorisation. Donc à Fès, ils valorisent déjà, leurs déchets verts en biogaz qui permet d'éclairer la ville. Donc on va essayer d'augmenter un petit peu, de pouvoir, valoriser les déchets organiques, qui sont issus du mine et peut-être des particuliers, dans cette optique. Voilà et donc on va aussi, pardon, organiser donc voilà, c'est essayer vraiment de travailler sur toute la chaîne et c'est cette approche systémique un petit peu qui est un petit peu nouvelle, donc de vraiment de valoriser à l'échelle territoriale et là de mettre en place un marché de producteurs, locaux, labellisés via le système participatif de garantie, étant donné que le label bio coûte très cher, donc ça exclut pas mal de producteurs. Et là aussi, l'idée, c'est ben, face à une pluviométrie qui est de plus en plus faible et des ressources en eau qui sont surexploitées, bah, de démocratiser un petit peu des pratiques en agroécologie qui permettent de réduire la consommation d'eau et de proposer aux FACI, donc aux habitants de Fès, des produits sains qui limitent un petit peu l'usage de produits chimiques. Ça fait combien de temps que ce projet il est conduit? Ah bah là, on est en train de on est soutenu par le MEE justement pour approfondir, cette coopération. Bon, ça a été complètement ralenti, par, la crise, sanitaire. L'an dernier, on avait une stagiaire qui n'a pas pu, rester sur place. Mais, le projet Let's Food Cities, lui, il a commencé en 2017, donc il y avait tout ce travail de diagnostic sur les 2 territoires. Et là, depuis, 2020, depuis l'été 2020, on renforce justement sur la création de projets une fois que en fait, les projets identifiés l'ont été avec les acteurs du territoire de Fès, via des ateliers multi-acteurs et un partage du diagnostic. Donc D'accord. c'est assez récent. Et donc ce sont c'est peut-être toi ou ce sont des gens qui travaillent pour Let's Food qui, se rendent sur le territoire pour aller animer des ateliers, avec des méthodologies particulières pour identifier les besoins, avec les élus, mais aussi peut-être d'autres acteurs du territoire? Oui, ça, c'est ce qu'on a fait en année 1. Donc effectivement, réaliser un diagnostic de tout le système alimentaire. Donc on travaille sur 4 axes, la sécurité alimentaire, donc tout ce qui est accès et notamment disponibilité, mais aussi accès financier, environnement alimentaire, la capacité des gens à pouvoir se nourrir, donc avoir accès à une offre alimentaire de proximité, la question de la durabilité environnementale et donc encore une fois sur tous les aspects de la chaîne, donc des pratiques agricoles jusqu'aux émissions et procédés de la distribution et de la transformation et de la consommation. La durabilité économique, donc il y a un enjeu quand même de revalorisation des producteurs, étant donné il y a un exode rural qui se maintient avec des jeunes qui sont de moins en moins intéressés à être agriculteurs parce qu'ils ont vu leurs parents et toutes les difficultés auxquelles ils se sont confrontés, et avec les problématiques d'accès au marché notamment. Durabilité économique aussi dans les industries agroalimentaires, donc voir un petit peu la qualité de l'emploi et le développement d'un artisanat qui serait peut-être plus rémunérateur et source de création
emploi en zone rurale, ce qui est un des enjeux importants, notamment au Maroc, mais un peu partout. Le dernier axe, c'est les questions de gouvernance alimentaire et justement de participation à la fois des acteurs à la construction des politiques publiques, mais aussi des citoyens pour une meilleure appropriation et de coopération territoriale. Et donc, on intègre cet axe de coopération internationale dans la 4e partie qui est la gouvernance alimentaire. Donc ça, c'est effectivement un diagnostic qu'on partage avec les acteurs. On réalise des films notamment où l'idée, c'est vraiment d'avoir des paroles d'acteurs, que ce soit eux qui fassent le diagnostic, en tout cas qui expriment les problématiques. Et après, en phase 2, pour ce qui est de la construction de projet, effectivement, nous, on se rend sur place et l'idée, c'est de travailler en coordination avec un binôme, avec un stagiaire de l'université de Fès, pour aller à la fois identifier des producteurs, identifier des cantines scolaires qui pourraient être pilotes et construire à la fois des filières et des intermédiaires qu'on appelle conscients, donc qui rémunèrent justement les producteurs pour créer un petit peu ce système alimentaire à l'échelle locale. Et le lien, peut-être dernière question pour terminer sur cet axe-là, le lien climat-alimentation, il est fait spontanément par les acteurs locaux ou on est encore sur, on reste plutôt sur une autre approche et on ne parle pas encore d'impact de gaz à effet de serre? Bah, le lien climat, je dirais qu'il est plutôt, dans le sens où, les vulnérabilités du territoire sont de plus en plus visibles. Donc, l'idée, c'est de refaire le lien avec, des comportements qui accélèrent un petit peu, cette dégradation de l'environnement, à la fois sur la consommation d'eau ou la dégradation des sols. Hem, Après, je dirais que quand même, c'est une thématique qui devient de plus en plus, enfin, acquise, en fait, où les gens sont d'accord qu'il y a des problématiques. Bon, peut-être pas jusque enfin, moi, je trouve que la problématique se situe au niveau des producteurs, qui sont peut-être, un peu plus réfractaires à l'idée que, bah, il y a plus d'eau et que c'est pas, cyclique, que ça va pas revenir. Mais au niveau des élus, je pense que, le climat, fait partie des enjeux qui sont bien identifiés et on essaie toujours effectivement de montrer en quoi une politique alimentaire leur permettra de réduire, d'atténuer, mais surtout d'adapter, demain dans des territoires où, effectivement la capacité alimentaire et la capacité productive sera moindre et qu'en cas de choc, d'inondation ou de sécheresse, ils auront une capacité à se nourrir, à nourrir leur population. On renvoie dans ce contexte à l'atelier précédent, l'atelier numéro 3 qu'on a tenu en janvier sur l'adaptation, précisément avec des interventions assez très complètes sur le cadrage international de ce que c'est que l'adaptation, du point de vue de l'ONU, et puis aussi des interventions plus précises sur comment est-ce qu'on met en place un projet d'adaptation sur son territoire. On rappelle que les ateliers sont enregistrés, donc vous pouvez les consulter en vidéo sur le site internet de Climate Change. Et puis, merci beaucoup, Anna. On aura peut-être l'occasion du coup de revenir en discussion avec toi un peu plus tard dans l'atelier. Merci. Puisqu'on fait le pont, enfin, on parle d'adaptation, il y a un pont tout trouvé avec toi, Ronan, puisque c'est l'une de tes spécialités. Donc, tu es président et fondateur de l'association Climate Change. Merci pour ça. Tu es également sénateur de Loire-Atlantique. Et puis, à tes heures perdues, il se trouve que tu es aussi porte-parole de 2 gros réseaux que j'ai présentés en introduction, des réseaux de collectivités internationaux. C'était le deuxième axe de notre réflexion sur l'avenir de la coopération décentralisée. On avait envie un peu de creuser comment est-ce qu'on pouvait s'appuyer sur ces réseaux qui sont des réseaux anciens pour certains, CGLU en particulier, et héritiers d'une longue tradition de village notamment en France. Pourtant, on a vu dans le rapport qui est sorti ce matin sur l'aide publique au développement que les outils multilatéraux dans l'aide publique au développement ne représentent que 0,12% de l'aide publique. Donc, on est plutôt sur une relation bilatérale, une tradition de relation bilatérale. Est-ce que tu peux du coup, nous expliquer un petit peu d'abord ce que sont CGLU et CCRE et comment est-ce qu'une collectivité peut s'insérer dans ces réseaux et comment, à l'inverse, ces réseaux peuvent aider les collectivités? Oui, merci Antoine. Alors j'espère que ce n'est pas totalement des heures perdues d'investir sur les réseaux internationaux.
puisque effectivement, je suis le porte-parole climat du Conseil des communes et régions d'Europe, et je suis encore les questions climat pour citer gouvernements locaux unis. Donc, la question est relativement large, et comme c'est un peu la conclusion de cette session, c'est peut-être l'occasion de mettre un peu plus de multilatéral dans cette affaire, puisque les coopérations décentralisées, c'est généralement du bilatéral, c'est entre en général deux territoires, parfois un peu plus, mais là, on est un peu sur le chapeau. Du coup, je repartirai peut-être un peu en amont, puisque c'est la conclusion, et puis je ne vais pas être trop long pour qu'on ait un peu de temps d'échange par rapport aux réflexions qu'on peut porter. Moi, il me semble, j'ai eu l'occasion de le dire dans un séminaire, dans un atelier aussi porté par Cités Unies France, que je salue, qui est un de nos partenaires, qui est qu'on est dans un moment avec deux injonctions un peu contradictoires pour les collectivités, et notamment pour les nouvelles équipes qui viennent d'être élues. Elles ont une injonction sur le fait de s'occuper prioritairement de leur territoire, et encore plus dans la période de crise que nous vivons, avec des citoyens qui sont quand même un peu, pas tous, mais pour un certain nombre, un peu comme Margaret Thatcher sur My Money Back, c'est-à-dire que l'argent de l'impôt, de l'activité du territoire doit permettre d'améliorer le territoire. C'est quand même une demande. Il y a eu quand même ce phénomène un petit peu de recentrage sur les territoires, et on a bien vu sur les coopérations décentralisées des élus moins mobilisés, puis des citoyens moins curieux de ce que pouvaient faire les collectivités dans ce cadre-là, alors que ça fait partie traditionnellement de la culture, notamment des collectivités françaises, qui ont toujours été très, très motrices sur ce sujet. Et à l'inverse, aussi une demande très forte, et on l'a vu évidemment sur les dernières élections, de demander aux élus locaux d'agir sur le climat. Et pas que sur l'adaptation du territoire, d'agir globalement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et les deux peuvent paraître parfois un peu contradictoires, et peut-être qu'en termes de coopération décentralisée, ça veut dire déjà que inscrire une coopération décentralisée qui a un impact climat dans son action, c'est aussi l'intégrer dans sa stratégie climat, et expliquer que c'est un élément de la stratégie climat du territoire qui va avec l'efficacité énergétique, le développement du renouvelable, les mobilités douces ou l'urbanisme tactique. Et ça, je pense que ça n'est pas encore le cas, enfin, de ce que je vois des collectivités que je connais le mieux, je suis toujours notamment conseiller municipal à Nantes, je pense qu'on ne met pas encore dans le plan climat un volet coopération décentralisée, et en fait, ça y a toute sa place. Ça y a toute sa place. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu, et quand on parle des réseaux, je pense que les réseaux auraient eux aussi intérêt à passer ce message-là à leurs membres. Ensuite, les réseaux, c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire s'investir dans un réseau où on voit là aussi qu'il y a eu plutôt des collectivités qui sont un peu désengagées des réseaux. Moi, je suis membre du bureau de la FCCRE. On voit qu'on a un peu moins de cotisants, que c'est plus difficile de faire entrer les cotisations. Mais finalement, ces réseaux, ils portent aussi au niveau international du plaidoyer sur le climat, ou actuellement sur la biodiversité. Un certain nombre de collectivités françaises viennent de signer la déclaration d'Édimbourg, par exemple, d'engagement notamment sur la biodiversité, mais toujours en lien aussi avec les questions climatiques. Et derrière ça a été un peu mon job pendant un certain nombre d'années aussi, ça veut dire que derrière, on fait passer le rôle des collectivités dans les textes internationaux ou européens, que derrière, c'est des accès à des financements facilités, des mobilisations financières nouvelles, des programmes de développement des capacités de formation, et que donc, ça aussi, ça participe du fait de stabiliser le climat à l'échelle planétaire, et évidemment une utopie planétaire d'un monde solidaire. Donc moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on rentre tout ça dans le narratif climat, y compris s'investir dans les réseaux internationaux. Maintenant, dans l'autre sens, dans le sens plus descendant, je pense qu'on est dans un moment assez important, d'abord au niveau européen, et c'est le travail du CCRE, mais je sais que le CCRE a participé à un certain nombre des ateliers où on est dans un changement évidemment de commission, et donc de nouveaux cadres financiers qui vont s'appliquer sur les coopérations. Je pense que
Platforma a été un plus justement en termes de mutualisation pour les collectivités européennes. C'est un outil qui continue, mais on est dans ce moment effectivement de renégociation des conventions et de définition de la stratégie pour les prochaines années. Mais il est évident que les collectivités, sur ces questions-là, ont besoin d'échanger sur leurs pratiques, d'être accompagnées, y compris financièrement, et que là, je pense qu'au niveau européen, il se passe quelque chose d'important et qui doit se poursuivre. Je ne sais pas si le CCRE est là cet après-midi, mais je sais qu'ils ont participé à d'autres ateliers. Oui, Eva n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement. Donc voilà, à mon avis, on est dans ce moment-là. Et que pour conclure sur cette question du narratif, il y a un point important, et Antoine peut en parler particulièrement, c'est qu'à partir du moment où on a un narratif, on parle aussi impact. Et ça, la question de l'impact climat des coopérations décentralisées reste un sujet complexe. De toute manière, dès qu'on parle impact de l'action climat, c'est un sujet complexe, mais c'est particulièrement le cas en termes de coopération décentralisée. Or, on voit bien que dans le narratif, on nous demande tout de suite derrière, alors combien de tonnes économiser. Donc, même si, après, si on donne un chiffre, tout le monde est content, alors personne, ou presque personne, ne fait les ratios entre quelques tonnes, des millions de tonnes ou des milliards de tonnes. Tout ça, c'est des chiffres qui ont tendance à se mélanger. Mais voilà, en tout cas, cette question de l'impact, ça va être un des endroits sur lesquels les collectivités vont devoir travailler encore plus ensemble. Je ne sais pas si tu voulais me relancer par une autre question ou si je poursuivais mon propos. Bah, écoute, tu m'as l'air bien parti. En même temps, on a des réactions sur le chat. On va peut-être les garder par ailleurs. Moi j'avais envie, peut-être, effectivement, on parle de ces réseaux qui sont des réseaux plutôt généralistes, enfin, qui sont généralistes, qui ne couvrent pas seulement le climat. Quelle est la place du climat un peu dans leur stratégie, là, prochainement, pour les années qui viennent? Alors, il faut distinguer des réseaux généralistes qui font du plaidoyer, qui font du soutien, de la capacité, et les réseaux spécialisés. Sur le champ du climat, effectivement, c'est toujours intéressant de le rappeler, les choses sont assez bien organisées entre cités et gouvernements locaux unis, qui est la grande association mondiale généraliste des villes et des régions, qui a plutôt pris le plaidoyer et le suivi des objectifs du développement durable en général, et deux réseaux spécialisés qui portent le plaidoyer climat ou le plaidoyer biodiversité, qui sont ICLEI, beaucoup de gens connaissent ici, toujours au niveau international, et Region 4, l'ancien Energy for Easy, pour ceux qui suivent parfaitement ces sujets-là, qui portent le plaidoyer des régions. Donc il y a un peu un partage des rôles entre ces GLU, plutôt en suivi des ODD, mais le climat fait partie des ODD, bien sûr, et ICLEI et Région de Fort pour les villes et les régions qui suivent spécifiquement et qui ont le rôle de focal point, donc d'interlocuteurs des Nations Unies, de la CNUC, pour les questions de climat ou de biodiversité. Ça, c'est au niveau mondial. Et après, je le rappelle, il y a des réseaux européens spécialisés, mais tout ça, vous le connaissez, qui sont au niveau européen deux réseaux principaux qui sont Energy Cities et Climate Alliance, qui s'occupent de toujours mettre en lien les collectivités, de faire l'échange de bonnes pratiques à l'échelle européenne, avec un côté coopération décentralisée à Climate Alliance, notamment vers l'Amérique du Sud. Ça, il faut le rappeler aussi. Et puis, évidemment, on a Cités Unies, que je n'oublie pas dans ce panel. Donc, tout ça, à mon avis, est assez bien organisé aujourd'hui. Donc, les outils existent. Donc, il faut les utiliser. Et c'est pour ça que c'est peut-être un message que je dois repasser. Y compris les nouvelles équipes n'en sont pas toujours conscientes, c'est important de participer à ces réseaux. Parce que sinon, on a toujours tendance à réinventer le fil à couper le beurre dans chaque commune. On perd du temps, donc c'est aussi un gain financier d'avoir le retour d'expérience des autres. C'est aussi souvent des accès à financement au moins européen. Et donc, il faut continuer de s'investir dans les réseaux. De même qu'il faut continuer de s'investir dans les coopérations décentralisées en bilatéral, il faut aussi continuer de s'investir dans les réseaux internationaux. Derrière, ça a un impact climat extrêmement significatif. Mais comme c'est un peu du soft power et toujours de la dynamique, on le voit moins que quand on accroche des panneaux ou qu'on plante des arbres. Mais c'est essentiel.
Alors, j'avais une question, enfin, il y a une question dans le chat à propos de la déclaration d'Édimbourg que tu as mentionnée tout à l'heure. Est-ce que tu peux rappeler un peu ce que c'est Oui, ben, les déclarations d'Édimbourg, c'est une initiative qui est partie des Écossais, que vous allez trouver, vous tapez déclaration d'Édimbourg sur Google, vous la Donc, trouvez, les Écossais qui organisent la prochaine COP. qui organise la prochaine COP, bien sûr, à Glasgow, et qui est un engagement des villes sur les questions biodiversité, sachant qu'on est dans un moment, et ça c'est important aussi, où on voit bien que les grandes conventions nées de Rio, les 3 conventions climat, biodiversité et désertification, sont quand même plutôt dans des temps de convergence. Par exemple, à Glasgow, et Climate Change, bien sûr, il sera, on va aussi parler biodiversité de plus en plus. Quand on parle reforestation, on voit bien qu'il y a des enjeux climat et des enjeux biodiversité. Donc tout ça est peut-être est en train aussi d'avancer vers, vers une approche commune. Et c'est un peu la logique des ODD. J'écoutais avec grande attention la présentation précédente qui me semblait vraiment très intéressante dans ce qu'elle dit des nouvelles problématiques. Et peut-être pour finir mon propos, parce que je voudrais qu'on échange, moi je pense qu'on est aussi à expérimenter maintenant dans les coopérations décentralisées, en lien avec le climat, en lien avec les ODD, en lien avec la biodiversité, de nouveaux types d'actions. C'est-à-dire que par rapport aux coopérations décentralisées anciennes, un peu classiques, qu'il ne s'agit absolument pas de caricaturer par ailleurs, qui sont aussi importantes. Et notamment, moi, je rappelle quand même que tout ce qui est échange culturel doit rester un socle des coopérations, avec le terme échange au cœur de la coopération. On voit bien quand même qu'il y a des nouveaux sujets. Moi, je pense que sur l'alimentation, par exemple, sur l'approche territoriale de l'alimentation, c'est particulièrement intéressant parce qu'on est aussi, nous en Europe et notamment en France, je regarde le programme, le projet alimentaire territorial de Nantes Métropole, par exemple, on est quand même en phase, là aussi, de découverte et d'élaboration. Donc, engager des coopérations sur des thèmes où on n'a pas déjà chez nous une doctrine, ça renforce la dimension échange. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'y aller quasiment en parallèle de la mise en œuvre des premières dynamiques sur nos territoires. Ça, c'est typique des nouvelles actions qui croisent climat et ODD par définition, mais si en plus ça évite de la déforestation, recroise la biodiversité, ou croise la biodiversité aussi, ça c'est un sujet sur lequel Climate Change s'engage actuellement. Mais je n'ouvre pas ce dossier, sinon on va prendre du temps, mais on sait que dans un certain nombre de territoires, on a encore des enjeux d'alimentation et de cohabitation avec la faune sauvage, donc un enjeu de biodiversité spécifique. Donc on a tous ces sujets autour de l'alimentation qui sont importants. Il y a évidemment l'adaptation, qui est un sujet qui va monter de plus en plus et qui va évidemment concerner tous les territoires, du nord comme du sud. Et moi, je voudrais insister sur 2 autres enjeux de coopération qui sont peut-être moins spectaculaires, parce que la coopération, on a souvent aussi envie de visualiser ce qu'on a fait, et ça, c'est plus difficile à visualiser, mais c'est essentiel. Beaucoup de collectivités du Sud ont quand même besoin de soutien dans l'ingénierie d'accès aux grands financements internationaux. On n'a pas accès aux fonds verts comme ça, aux grands programmes européens. Donc là, même si par exemple CGLU participe à monter ce genre de dossier ou ICLI, mais il y a vraiment des enjeux de soutien à l'ingénierie d'accès aux financements locaux, qui sont toujours des financements compliqués sur le climat, mais comme ailleurs, et les enjeux de formation. La question de la formation est un enjeu majeur aujourd'hui. Là, je pense qu'il y a surtout des villes présentes, mais les coopérations entre régions, la formation professionnelle, c'est dans les compétences des régions françaises, par exemple. La question de la formation est un enjeu majeur qui devrait être présent dans les stratégies de coopération. Voilà ce que je voulais dire sans être trop long. Et la déclaration d'Édimbourg, vous avez déjà le lien. Merci beaucoup, Ronan. Du coup, tu as déjà parfaitement répondu à ma petite question d'ouverture, qui était comment tu vois l'avenir de la coopération décentralisée. J'aimerais ouvrir un petit peu maintenant la discussion aux personnes peut-être déjà qui se sont manifestées dans le chat. Peut-être, c'est toujours un petit peu délicat de faire ça, mais Geneviève Ancel, vous avez parlé d'un projet sécurité alimentaire, résilience climatique et autonomisation des femmes entre le Sénégal, l'Équateur, l'Inde du Sud, dans le cadre de Dialogue en Humanité Réseau Mondial. Est-ce que vous voulez peut-être nous en dire un petit mot? Oui, c'est avec grand plaisir déjà que je suis ravie de vous rejoindre, surtout mon vieux complice Ronan Dantec pour de nombreuses
rencontre internationale sur le climat il y a déjà plus ou moins longtemps. Mais là, effectivement, le réseau mondial que nous avons cofondé avec Patrick Vivray, qui s'appelle Dialogues en Humanité, en fait, a essaimé à partir de Lyon et la métropole de Lyon aujourd'hui, bien sûr. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est la complémentarité. Justement, je rebondis sur ce que vient de dire Ronan, sur l'ingénierie d'accès au fonds vert. Par aussi bien les collectivités, mais aussi les réseaux citoyens, les collectifs citoyens qui s'engagent sur le terrain et qui vont quelquefois très très loin. Alors c'est vrai que là, nous avons depuis quelques années fait se rencontrer avec le labo de l'ESS, avec beaucoup de nos partenaires en France et en Europe, en nous inspirant en fait de ce qui se passe dans les pays du Sud, en matière justement de croisement, sécurité, souveraineté alimentaire, c'est plutôt sécurité alimentaire, c'est porté par les citoyens, les citoyennes en l'occurrence. La question bien sûr de la résilience climatique croisée avec l'autonomisation des femmes. Et ces trois sujets sont parfaitement imbriqués dans l'expérience, que ce soit des femmes sénégalaises transformatrices, agricultrices ou voilà, revendeuses, enfin bref, c'est en termes d'économie locale quelque chose de tout à fait important. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont on a pu créer en fait des rencontres, y compris en présentiel, mais évidemment elles sont rares, entre les femmes en Équateur, en Inde, mais aussi au Maroc, et puis avec un projet en Arménie, etc., puisque ça c'est en lien avec la coopération décentralisée de la métropole. Et là, bien sûr, mon cher ami Christophe Meunier est beaucoup plus à même de parler de ça. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est cette imbrication et cette attente de leur part d'accéder justement au fonds vert. Mais sans attendre les fonds verts ou sans attendre que forcément, il n'y a pas toujours des collectivités qui sont impliquées dans des dialogues en humanité, des collectifs de terrain. Mais il y a d'ores et déjà de la réciprocité de savoir qui s'est mise à l'œuvre. Et en fait, c'est ça le plus précieux. Donc, c'est simplement si on veut changer d'échelle, à ce moment-là, il faut accompagner, trouver moyen d'accompagner cette émergence qui est entre différents pays, des choses qui se passent et qui n'ont pas besoin finalement des pays du Nord, ou de façon extrêmement marginale, comme cette ingénierie éventuellement, mais surtout comment en fait on rend possible ce changement d'échelle sans défaire le côté extrêmement subtil de coopération intercitoyenne, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont engagées là-dedans. Donc vous voyez un peu cette idée-là qui pour moi est complémentaire à la coopération décentralisée et s'imbrique parfaitement dans la logique que vous défendez aussi les uns et les autres. Voilà. On a évoqué un petit peu à l'occasion du troisième atelier, notamment avec Bettina Laville, les difficultés d'accès aux fonds d'adaptation. On avait parlé en particulier des rivalités entre État et municipalités dans des pays où l'État prenait une part trop importante pour l'accès à ces fonds vis-à-vis des municipalités. Est-ce que vous voulez rappeler un petit peu brièvement quels sont les enjeux par rapport au fonds vert, les difficultés d'accès qui peuvent se présenter? En fait, on a essayé on est allé assez loin. C'est une étudiante nigériane qui était stagiaire aux Dialogues en Humanité, qui a continué son travail. Finalement, elle est partie pour travailler au HCR et dans d'autres organisations internationales. Alors, quelles étaient les difficultés? C'est, à un moment donné, c'est comment... parce que en fait, tout le monde était d'accord pour nommer chef de file, notamment Fatou Ndoye, qui est de Dakar. Donc, c'était bien quelqu'un du Sud qui était chef de file. Donc, ils savent parfaitement faire des demandes de financement à l'échelle de leur pays ou de leur continent. Ce qu'ils ne savent pas encore faire, c'est quand c'est des projets qui sont à l'échelle intercontinentale, mais qui sont en fait micro-locales. Donc, vous voyez, c'est ce côté, l'ascenseur quoi, qui passe de l'un à l'autre. Et là, il y a un manque. C'est difficile à régler ça. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage. Ronan, peut-être un commentaire sur si jamais tu es encore disponible, juste sur l'accès au financement. Moi, je pense qu'effectivement,
avec Cités Unies et avec l'Observatoire Climate Change, je pense qu'on a, et avec le MAE et tous les acteurs, bien sûr, je pense qu'on va avoir vraiment besoin d'une analyse plus fine de la capacité d'accès au financement. CGLU Afrique et évidemment le FMDV portent aussi beaucoup d'expertise là-dessus, mais je pense qu'y compris dans notre baromètre à nous, je te redonne du travail, Antoine, je crois qu'il sera important de vérifier que l'argent, notamment du fonds vert, mais pas seulement du fonds vert, le fonds vert n'est pas la totalité des 100 milliards, il faut le rappeler quand même, qui sont prévus dans l'accord de Paris, enfin qui sont prévus depuis Copenhague, c'est qu'en fait, on voit, ça vient d'être dit, évidemment, que souvent les États veulent garder la maîtrise. N'oublions pas qu'en Afrique, malgré les efforts de CGLU Afrique, la décentralisation n'avance pas beaucoup, qu'il y a des problèmes de garantie pour l'accès au financement, y compris auprès pour les villes et les territoires africains, qu'il y a donc de vraies difficultés d'accès à l'ensemble de ces financements, et que là, on doit pouvoir aider. Après, je rappelle, le fonds vert, ce n'est pas un guichet si simple, c'est-à-dire qu'il faut passer par une structure habilitée pour décaisser. Enfin, donc, enfin, il y en a plusieurs, mais je pense qu'on a un enjeu majeur de vérifier que l'argent va bien jusqu'au territoire, ça c'est sûr, mais ce n'est pas le seul enjeu. Notamment l'accès à l'emprunt pour des grandes villes qui ont de vrais projets est une vraie difficulté parce qu'elles n'ont pas de recettes. La première question, c'est la recette. Donc, ce qui sous-entend aussi de la gestion foncière, du cadastre, des impôts locaux. Enfin, tout cela est assez compliqué, mais Jean-Pierre Elonguin-Bassy en parlerait bien mieux que moi, ou le FMDV, mais on a effectivement à regarder attentivement, y compris à mettre en exergue ceux qui ont réussi à passer les barrières et à trouver des financements. Ça, c'est certain. Mais on est encore au début quand même, hein, sur le fonds vert. C'est quand même une culture nouvelle. Il y a un autre aspect financier qui viendra certainement, c'est qu'il y aura de plus en plus, ça j'en suis convaincu, des flux de financement par la compensation. Le secteur aérien ne va pas arrêter du jour au lendemain, même si on ne sait pas comment il repartira après le Covid. J'ai peu parlé de l'après-crise actuelle en disant dans quel monde on sera, parce que je n'en sais rien. Donc, ce n'est pas la peine de regarder dans une boule de cristal. Je crois qu'on ne sait pas très bien. Mais en tout état de cause, demain, il y aura aussi de l'argent de compensation qui iront sur potentiellement des projets, y compris des projets de coopération décentralisée, pourraient abonder. Entendu. Et donc, Climate Change, évidemment, va travailler sur le sujet dans les mois et les années qui viennent pour essayer un petit peu d'éclaircir ce sujet de la compensation, qui est un sujet assez complexe. On en entend beaucoup parler, mais entre la compensation écologique prévue par la loi et la compensation volontaire que peuvent mettre en œuvre les collectivités, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup d'acteurs entremêlés, et on va essayer de décrypter ça. Ce sera un plaisir qu'on lance. Et donc, Geneviève propose de faire le lien avec Fatou Ndoye de Ndagraf Sahel. Est-ce que vous voulez réagir? Parce que je sais que... Est-ce que Romain est encore avec nous? Non, Romain n'est plus avec nous, mais je sais que Fatou fait partie de nos réseaux. Oui, je suis là, je vous écoute. Mais oui, on travaille de manière à Climate Change depuis quelques années déjà avec Enda, et effectivement, on connaît bien l'équipe de Enda, Fatou, Mam, Sekou Sarr. C'est des gens absolument précieux et qui nous suivent depuis longtemps. Donc, on reste en contact de ce point de vue-là, et n'hésitez pas à nous contacter par mail. Je vais vous partager ça. Peut-être un dernier mot de la part aussi du panel. Je pense à M. Dabécouche, qui a réagi tout à l'heure à... Je ne sais pas si vous voulez, je sais pas si vous voulez intervenir. Vous avez réagi sur les injonctions contradictoires envoyées aux collectivités que Ronan mentionnait. Oui, merci. Merci beaucoup pour tous ces séminaires hein, que j'essaie de suivre depuis le début. C'est gentil, merci. Et, moi, je fais partie d'une nouvelle équipe hein, avec comme
comme orientation politique, si je puis dire, de politique publique, l'écologie, la solidarité, la citoyenneté. Donc l'écologie est très importante chez nous. Et comme nous sommes une nouvelle équipe, on est confronté aux difficultés sur, que je qualifie très rapidement, de retour sur investissement. Et donc, on a du mal à expliquer qu'une partie de ce que nous mettons comme fonds pour la coopération décentralisée, ce n'est pas pour nous, c'est pour la coopération. Et ça, on a du mal à faire accepter, particulièrement à certaines catégories politiques, si je puis dire, pour lesquelles la solidarité est donc nécessaire. Alors, on use beaucoup des arguments sur la dépendance les uns vis-à-vis des autres. Et la crise sanitaire nous le montre tous les jours. Mais effectivement, le lien entre le climat et la coopération, et surtout la coopération décentralisée, et que les politiques à mener en matière de climat et de lutte contre le réchauffement climatique et autres, se fait localement. Et c'est très, très important. Donc, vous imaginez bien que je vais utiliser cet argument. C'est un argument en plus. En tout cas, merci beaucoup, mais on est confronté quand même, et je vais revenir, moi, à tous les séminaires que vous avez organisés. Je vous en remercie encore, je renouvelle mes remerciements, pour revenir sur ces arguments. Parce que non seulement il faut convaincre l'opposition, si je puis dire, quand on n'est pas sensibilisé à la solidarité internationale ou à la coopération internationale, mais également les citoyens, parce que les citoyens, donc il y a un recul aujourd'hui, et donc avec le recul également de la décentralisation, on a fort à faire pour convaincre. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir rappelé aussi que la coopération internationale des collectivités prend racine au sein de la collectivité dans un contexte politique. Et donc, nécessairement, il y a tout un narratif à construire autour, en particulier si on veut porter les sujets climat en son sein. C'est donc aussi un défi local de ce point de vue-là. Écoutez, Anna, je ne sais pas si tu as envie d'avoir un petit mot de la fin sur le futur de Let's Food Cities et réagir aux propos qui ont été tenus. Je ne sais pas si c'est sur le futur de Let's Food Cities, mais c'est vrai que nous, on réfléchit à proposer. Donc en France, il y a des financements pour les collectivités françaises, justement pour des politiques alimentaires territoriales. Et on aimerait discuter avec le ministère de la Culture et l'ADEME peut-être pour justement inclure dans les critères de labellisation du PAT un axe coopération territoriale. Et du coup, arriver petit à petit dans ces dispositifs et ces financements qu'il y a à disposition des collectivités françaises, à les obliger un petit peu à, en tout cas, considérer la question de la coopération décentralisée et d'échange de pratiques sur ces questions-là. Donc, nous, on essaie de s'incruster un petit peu, d'incruster un peu la question internationale sur les questions alimentaires qui sont très à la mode. Donc, essayer d'avancer dans ce sens-là. Et non, sinon, je pense qu'effectivement, il y a plein de choses à faire, avoir une nouvelle vision justement avec ces villes qui ont des problématiques similaires, qui changent un petit peu de cet axe nord-sud où finalement, on se retrouve avec une pertinence sur l'échange de compétences, comme le disait M. Dantec, où effectivement, aujourd'hui, tout est à construire sur tous les territoires et donc d'autant plus intéressant d'échanger dès le début sur les réflexions, sur les questions alimentaires. Je connais peut-être un peu moins sur toutes les questions climat. Merci. En tout cas, ces deux sujets, on a beaucoup parlé de biodiversité, alimentation, climat, ce sont des sujets sur lesquels il y a des ponts à réaliser. Ronan, tu veux peut-être réagir et avoir un mot de la fin sur ce sujet-là? Non, je crois que je réagissais à l'instant en disant que l'alimentation, c'est du climat. C'est évident que là, les impacts sont évidents et probablement mesurables. J'attends donc le rapport, Antoine, sur le bureau du président d'ici 15 jours. Bien entendu. Mais donc, non, moi, je pense que on aura, avec cette crise, quand même maîtrisé cet outil étrange qui est la visio. Je vais finir là-dessus. Qui, par moment, nous fatigue un peu, parce que quand on fait une journée complète de visio, on a quand même envie de repartir voir de vrais gens et d'avoir un vrai contact. D'ailleurs, nous, on souhaite vraiment faire notre prochain sommet. Et Geneviève, tu dois être comme moi. Un prochain sommet en présentiel à Dakar à la mi-septembre, nous y travaillons, un prochain Climate Change. Mais malgré tout, entre les sommets, la visio nous a appris à travailler différemment et qu'il y a un nouvel équilibre à trouver. Et ça veut dire que le cycle-là que nous venons de faire avec le MAE, avec Cités Unies et les autres partenaires, je pense qu'il faut en prendre l'habitude.
y compris pour régulièrement se dire où on en est, quelles sont les difficultés, quelles sont les actions qui marchent, sortir peut-être d'un discours un peu général, un peu comme j'ai tenu aujourd'hui. Il faut des moments de discours chapeau, ça fait partie de mon job, mais rentrer plus effectivement dans l'échange à partir de cas concrets de difficultés et avoir finalement garder le nouvel outil visio, même si on appréciera de retrouver un équilibre entre les moments où on se retrouve collectivement et on discute d'autres choses que ce qu'il y a lors du jour de la visio. C'est ça l'intérêt du présentiel, et des moments quand même de visio pour garder ce lien et faire remonter en puissance les coopérations décentralisées, y compris, et je retiens ce que disait mon collègue de Colombe, y compris pour la relégitimer par rapport à des citoyens qui sont un peu en question sur mais est-ce bien raisonnable en période de crise de mettre de l'argent ailleurs que chez nous. Donc je pense que là, on a un enjeu de maintenir ce rythme d'échange. Et donc, il faudra qu'on en rediscute avec nos partenaires. Voilà. Et merci à toi pour ton animation. Merci beaucoup, Ronan. Je te laisse nous quitter si tu as besoin d'enchaîner sur ton agenda. Oui. En te remerciant de ton intervention, Anna également, et puis tous les participants. Ça a été 4 mois, je trouve, riche. C'était pas évident de se projeter un peu dans ce monde de la coopération décentralisée pour essayer de parler du climat. J'ai pris beaucoup de plaisir à animer personnellement ces questions. Je souhaite remercier toute l'équipe qui a travaillé sur ce sujet, à savoir Romain Crouzet, Tania Martha Thomas, Eva Radek également nous a prêté main forte au sein de l'équipe Climate Change pour organiser ces ateliers. C'est beaucoup de logistique et on apprécie que vous ayez participé si nombreux pendant ces 4 mois. On espère vous retrouver assez rapidement à l'occasion d'un nouveau cycle plus tard dans l'année peut-être, ou l'année prochaine. On verra un peu sur quel sujet est-ce qu'on peut essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. En attendant, je vous invite vraiment à consulter les vidéos des ateliers précédents qui sont sur le site. Donc, le lien a été partagé dans la section du chat. Comme d'habitude, on vous enverra un compte-rendu avec les liens qui ont été partagés également par les participants et les documents qui ont été évoqués lors de notre discussion. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous poser des questions. Climate Change, c'est là pour ça aussi, pour faire le lien entre les communautés climat, les techniciens, les élus, mais également tous les autres acteurs de la société civile qui travaillent sur ces sujets-là, de façon, que ce soit de façon spécialisée ou de façon incidente, pour essayer de faire pénétrer un peu les enjeux du climat dans vos domaines de spécialité respectifs. Et puis, il ne me reste plus, je crois, qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et en souhaitant vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Antoine. Beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.